bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire de la CCI Martinique. Ce webinaire qui est mis en place depuis le début de la crise. Nous avons mis en place des webinaires qui vous permettent d'avoir l'information et la bonne information. Et du coup, aujourd'hui, mardi 5, nous allons voir comment préparer la reprise, puisque le déconfinement a été annoncé à partir du 11 mai. Donc, nous allons voir comment préparer tout ça pour vous, entrepreneurs, dirigeants. Et nous allons faire un focus sur les commerces et les activités de service. Donc, nous sommes avec Madame Véronique Martine de la DIECT, donc, qui est directrice adjointe et responsable du pôle travail, que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, j'aurai l'occasion de développer tout à l'heure, mais effectivement, donc, je suis directrice adjointe de la DIEC. Donc, à ce titre, je participe à différentes réunions dans le cadre de la mise de l'accompagnement à la reprise. Et puis, je gère par ailleurs le pôle travail, donc, qui a en son sein l'inspection du travail, les services de renseignement, donc tous services qui sont utiles à cette reprise. Voilà. Merci. Merci pour votre participation. Nous avons aussi avec nous Madame Annie Dominique Poulet, qui est gérante de l'entreprise Risque, spécialisée dans la gestion des risques professionnels. Donc, je vous laisse vous présenter. Madame Poulet, je ne vous vois pas si vous êtes là. Voilà, donc Annie Dominique Poulet, je suis la gérante de la société Risque. Je suis aussi formatrice en risque courant et risque majeur. Ok, qui va nous parler du coup du document unique, c'est ça. Et Madame Isabelle Lise avec nous de la CCI Martinique, que je laisse se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Lise. Je m'occupe du pôle environnement, transition énergétique et développement durable de la CCI. Et ce pôle s'occupe également des risques naturels et risques technologiques. Voilà, donc du coup, l'intervention sera phasée en plusieurs parties, mais déjà, avant d'aller plus loin, pour ceux qui nous rejoignent et qui participent pour la première fois à un webinaire, quelques règles pratiques de fonctionnement. Pensez à couper vos micros et caméras, comme le disait tout à l'heure notre expert technique Olivier, pour ne pas nuire à la bonne qualité du flux et de la connexion, en fait, et du coup du webinaire. N'hésitez pas aussi à interagir et poser vos questions dans le fil de discussion. Donc, vous avez possibilité de converser, vous faites CTRL plus H en même temps et vous aurez un petit fil de conversation qui va s'afficher. Et du coup, vous pouvez poser vos questions au fil des interventions. Ce que nous ferons, c'est qu'en fin de webinaire, en fait, donc celles qui peuvent être traitées immédiatement, nous y apportons réponse. On a des modérateurs qui sont avec nous, que je salue d'ailleurs, des modérateurs de la CCI Martinique. Donc, ils peuvent répondre à vos questions en direct. Et si les questions demandent une réponse avec l'intervenant, nous reviendrons dessus en fin de webinaire. Et puis, autre information pratique, vous aurez le replay de ce webinaire, donc la rediffusion qui sera mise en ligne dans les prochains jours. Et vous aurez aussi toutes les questions-réponses, donc une foire aux questions, une FAQ, qui sera mise en ligne avec le webinaire dans les prochains jours. Donc voilà, donc à la fin du webinaire, vous aurez un petit temps pour les questions qui n'auraient pas été posées éventuellement. On laissera la vidéo active pendant une dizaine, une quinzaine de minutes pour que vous puissiez poser les dernières questions qui n'auraient pas été traitées. Et on y répondra du coup dans la foire aux questions. C'est ça. Voilà. Donc, les micros. Pensez bien à couper les micros. Alors, pendant cette crise, ce que je tiens aussi à préciser, avant d'aller un peu plus loin, c'est que la CCI Martinique a mis en place une organisation pour rester à vos côtés. Donc, le point central, c'est le numéro vert que vous pouvez appeler tous les jours de 8h à 18h et le samedi de 8h à 13h. Donc, 0800 28 10 28, le numéro qui s'affiche là. Et à ce numéro, vous avez des conseillers, des collaborateurs CCI qui vous informent sur les aides
sur si vous avez une problématique, par exemple, sur le fonds de solidarité, sur le fonds de subvention territoriale, sur un prêt garanti par l'État, sur quoi encore, un report de charges, sur toutes ces choses-là, les conseillers CCI et les collègues vous répondent tous les jours via ce numéro. Nous avons aussi une boîte mail à laquelle vous pouvez nous joindre, donc ccim-covid19@martinique.cci.fr, c'est celle qui s'affiche. Et donc, pareil, si vous avez une question, une demande, un besoin d'accompagnement, nous sommes là pour vous répondre. Et puis, pour rester au contact de l'information, puisque, comme je disais dès le départ, en fait, dans cette crise, ce qui est important, c'est d'avoir l'information et la bonne information. Donc, nous vous invitons à vous connecter à nos réseaux, donc Facebook, LinkedIn et Twitter, sur lesquels nous publions régulièrement toutes les actualités, toutes les informations, et puis évidemment sur le site internet de la CCI Martinique, martinique.cci.fr, sur lequel vous retrouverez des fiches pratiques, beaucoup de documents certains documents qui vont être projetés et qui vont être évoqués aujourd'hui se retrouvent sur notre site, donc l'espace de téléchargement. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Voilà. Donc, je ne vais pas être plus long sur ces points. Je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Comme je le disais en introduction, le déconfinement, il a été annoncé par le Premier ministre à partir du 11 mai, par le Président de la République et le Premier ministre à partir du 11 mai. Donc, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Concrètement, est-ce que mon activité peut rouvrir? Est-ce que moi, je suis en commerce, j'ai une boutique, est-ce que je peux rouvrir? La réponse est oui. En dehors des bars, cafés, restaurants, toutes les activités et des centres commerciaux de plus de 40 000 m², je ne suis pas sûr qu'il y en a en Martinique. J'ai cherché la superficie de la Galéria, mais je ne suis pas sûr qu'il y en a en Martinique. En tout cas, toutes les activités qui sont affichées là peuvent à nouveau être ouvertes. Donc oui, vous pourrez relancer votre activité à partir du 11 mai. L'information, vous la trouvez sur le site du gouvernement. Pour aller un petit peu plus loin, donc c'est le site internet qui s'affiche juste en bas, là, gouvernement.fr, site défaut, enfin bon, voilà, on pourra vous transmettre le lien, il n'y a pas de problème, ou sinon vous tapez activité permise, activité sur Google, activité déconfinement 11 mai, et vous allez retomber normalement sur cette infographie. Sinon, on peut vous la transférer. Elle est un petit peu plus large. Elle reprend les activités de loisirs, les activités sportives. Voilà, elle est un petit peu plus large, mais j'ai fait le focus. Nous avons pris le parti de faire le focus sur les commerces pour aujourd'hui. Autre question qui se pose par rapport à... autre question, ou plutôt autre information pratique par rapport à ce déconfinement du 11 mai, c'est que le document de référence sera le protocole national qui a été édité par le ministère du Travail. Donc, le protocole national, c'est un document de 20 pages. Donc, à ce document, à ce protocole national sont associés des fiches métiers, métier par métier. Et donc, vous trouvez toute cette information sur le site qui s'affiche en bas, travail-emploi.gouv.fr, que je vous encourage à regarder et du coup à télécharger les fiches qui s'appliquent à vos métiers. Et puis, pardon si on m'entend mal, donc pour revenir sur le protocole, donc je disais qu'il fait à peu près une vingtaine de pages et il est structuré en 8 parties, donc qui rappellent les mesures barrières et de distanciation physique, qu'est-ce qu'on doit faire, les recommandations en termes de jauge par espace ouvert, donc le nombre de personnes qui sont accueillies dans un espace, dans un commerce, dans un open space et ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est aussi à suivre. La gestion des flux de personnes, donc quand les personnes circulent dans un espace réduit, un établissement recevant du public, comment ça se passe? Vous retrouvez toutes ces informations. Aussi, les questions concernant les équipements de protection individuelle, donc gants et masques, pareil, comment ça se passe? Enfin, quelles bonnes pratiques donne le gouvernement à ce stade? Les tests de dépistage, le protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés, la prise de température et les mesures de nettoyage et de désinfection. Donc, c'est ce document qui fait référence pour l'instant.
Et je laisserai un petit peu, enfin la DIECT en parlera sans doute un peu, mais pour aller un peu plus loin que ce document, en fait, vous avez toutes les fiches pratiques par métier, par exemple métier de caisse, métier de vente, voilà, que vous pouvez retrouver sur le site du ministère du Travail, travail-emploi.gouv.fr. Autre précision utile à ce stade, c'est qu'au-delà de ce protocole, donc enfin à partir de ce protocole, nous aussi, en tant que CCI Martinique, nous sommes en train d'élaborer un document qui parlera peut-être à plus d'entreprises de notre tissu, puisque c'est un document qui est national, hein, le protocole. Donc on est en train, à partir de ce document, d'élaborer un guide pratique. Et c'est ma collègue Isabelle Lise, qui est ici avec nous, qui va en parler un petit peu plus en détail, qui va revenir en tout cas sur les grandes lignes de ce guide. Et vous aurez du coup tout un tas de fiches pratiques, enfin tout un ensemble de fiches pratiques voilà, si par exemple, pour mon commerce, ça ne concerne pas forcément, enfin si on est deux dans le commerce, je n'ai pas forcément besoin d'avoir une fiche vendeur, une fiche machin, donc on est deux dans un commerce de moins de 25 mètres carrés, concrètement, comment faire? Voilà, ça, vous retrouverez ces informations dans les fiches pratiques qui vous seront données, voilà, qui seront bientôt mises en ligne cette semaine, normalement, sur le site de la CCI Martinique et qui pourront vous être envoyées par mail. Et puis, toujours dans mon propos introductif, avant de laisser la parole aux autres intervenants, je tiens juste à faire un focus sur l'enjeu de communication. Vous êtes entrepreneur et aujourd'hui, donc, le déconfinement a été annoncé au 11 mai. Et donc, vous aurez trois choses majeures, enfin deux choses plutôt majeures à regarder en termes de communication. La première, c'est la sécurité de vos salariés. Donc, vous avez tout un ensemble de supports qui doivent être affichés, les supports sur les mesures barrières, des supports d'information à vos salariés aussi. Et puis, vous devez aussi communiquer avec vos salariés sur l'organisation mise en place. Puisque, vous le verrez, avec ma collègue Isabelle et avec les autres intervenants, avec Madame Poulet et Madame Martine, vous le verrez, il va falloir clairement mettre en place une organisation adaptée. Vous en doutez évidemment, on verra plus en détail comment ça se passe, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que si on met une belle organisation et qu'on ne la communique pas à ses salariés, on risque de passer à côté de quelque chose. Donc, première chose sur la communication, assurer la sécurité de vos salariés. Deuxième point important sur la communication, c'est d'informer et de rassurer vos clients. Sans boule de cristal, on peut dire que cette crise va changer les usages et la façon de concevoir la relation client, la façon de l'aborder, la relation physique avec le client et la relation aussi numérique avec le client. Donc, vous aurez pour ça un enjeu majeur en termes de communication sur l'information à vos clients. Donc, ce que je recommande de manière très pratique, hein, ce qu'on peut recommander en tant que CCI, c'est déjà de communiquer sur la reprise de votre activité. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, si vous avez une base d'email, si vous avez une base de numéro de téléphone, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, comme certaines entreprises le font, informer, en complément de la communication gouvernementale, informer que votre commerce va rouvrir à partir du 11 mai. Vous pouvez aussi informer du coup des nouvelles modalités. Exemple, les ventes se feront à partir du 11 mai par un comptoir dédié à l'extérieur. Enfin, je ne sais pas, quelle que soit l'organisation. Possibilité de livraison de telle heure à telle heure, possibilité de prise de rendez-vous de telle heure à telle heure. Voilà, donc vous pouvez communiquer avec vos clients sur ces informations très pratiques. Et du coup, l'enjeu, en fait, derrière cette communication avec vos clients, c'est de les rassurer. Parce que ce qu'on peut se dire, c'est que si moi, en tant que client, hein, je me mets dans les baskets du client, je me rends dans un commerce et que j'ai le sentiment que ma sécurité n'est pas prise en compte, je risque de ne pas y retourner. Donc, en fait, il faut, derrière la communication client, l'objectif, c'est de bien montrer à vos clients que vous avez mis en place l'organisation qui leur permet de circuler en toute sécurité.
enfin en tout cas de consommer et voilà, d'effectuer leurs achats en toute sécurité. Et, in fine, en fait, je tenais juste à faire un petit focus sur ça avant d'aller plus loin. C'est la communication, enfin cette communication avec vos clients qui vous permettra d'assurer la pérennité et la sortie de crise de votre entreprise. Donc voilà, pour un petit peu plus d'informations sur le comment faire, enfin comment communiquer, quelles bonnes pratiques, quelles astuces. Si on se rend compte qu'il y a une demande, on pourra organiser un webinaire là-dessus, mais en attendant, vous pouvez vous rapprocher via le numéro indiqué, le 0800 28 10 28 des conseillers CCI, pour avoir des conseils vraiment pratiques sur la communication client. Je reviendrai sur ce point si nécessaire. Je vois que les questions sont posées, mais je reviendrai sur ce point en fin de webinaire. Alors, je ne vais pas être plus long, du coup, pour cette introduction déjà un peu longue. Je vous propose, du coup, d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, comme je disais, le 11 mai, on déconfine. Et du coup, comment ça se passe? Donc, on va faire notre programme. On aura 3 parties. La première partie, c'est pour mon commerce ou mon activité de service, quelle organisation mettre en place qui respecte la réglementation et surtout qui assure la sécurité de mes clients et salariés, de mes salariés et clients. Ensuite, on verra avec la société. Donc ça, c'est Madame Lise de la CCI Martinique qui interviendra. Ensuite, avec Madame Poulet, nous verrons ensemble le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document qui est réglementaire, qui doit être mis à jour aujourd'hui avec la crise Covid-19 et qui sera aussi structurant pour vous en tant que dirigeant pour anticiper les risques et pour organiser votre entreprise. Et puis nous verrons avec du coup la DIECT et la partie travail de la DIECT comment tout ça sera évalué et contrôlé. Donc voilà, c'est aussi un point important. Donc je laisse la parole du coup à Madame Lise de la CCI Martinique qui va nous parler de l'organisation à mettre en place. Isabelle? Excusez-moi, j'avais oublié d'activer le micro. C'est bon là? C'est bon, on t'entend. Oui. Donc, oui, merci beaucoup, Miguel, pour l'introduction. Donc, l'idée de cette intervention, en fait, c'est de proposer un schéma d'organisation pour que le chef d'entreprise puisse vérifier tous les points nécessaires à la mise en place de sortie de confinement en étant sûr qu'il a checké tous les points nécessaires. Donc, l'idée, c'est d'aborder 3 volets de l'organisation. Donc, tout d'abord, la gestion des espaces. Ensuite, on parlera gestion des personnels et gestion des visiteurs. Donc, une fois qu'on a balayé tous ces points, on peut considérer qu'on est prêt à déconfiner. Donc, qu'est-ce que j'entends par gestion des espaces? La première chose, en fait, c'est faire l'inventaire des espaces qui composent en fait le commerce ou la société de service. Et donc, les espaces peuvent être de plusieurs types. On a des espaces, on va dire, classiques, des bureaux ou des espaces, on va dire, qui sont assez simples à appréhender. On a des espaces qui sont dits sociaux. Donc, ce sont des salles de pause, tout ce qui va être, par exemple, espace hall d'entrée ou des espaces où il y a déjà un autre type d'activité et plus d'interaction sociale. Et puis, on a des espaces vraiment carrément spécifiques. Donc, ce sont les sanitaires, par exemple, ou les espaces de cuisine ou enfin, entre guillemets, d'alimentation pour les commerces qui vendent de l'alimentation ou pour les repas emportés. Donc, une fois qu'on a catégorisé les espaces, il est important de mettre en place une organisation de nettoyage, désinfection adaptée à chacun des espaces. Donc, par exemple, les sanitaires, c'est un point critique pour la contamination biologique. Et donc, il faut, par exemple, nettoyer plus souvent et désinfecter plus souvent les espaces de type sanitaire ou cuisine. Donc, des protocoles sont à mettre en place pour le nettoyage des espaces en fonction de leur typologie. Ensuite,
De la même façon, pour la qualité de l'air dans les espaces, en fonction de la fréquentation et de l'activité qui y est exercée. Donc, le protocole national recommande d'aérer au moins 15 minutes toutes les 3 heures. Ça peut être plus souvent en fonction de l'activité qu'il y a dans la salle et puis en fonction de l'équipement qu'il y a dans la salle. Donc, il faut déjà vérifier les systèmes d'aération, vérifier les systèmes de climatisation et s'assurer que ce soit aéré suffisamment. Et puis ensuite, en fonction, là encore, de l'espace, c'est mettre en place une stratégie de régulation des flux de personnes. Donc, si on reçoit du public, par exemple, c'est matérialiser le sens de circulation, c'est matérialiser les distances, les distances sociales, les 1 mètre de distance, par exemple, dans une file d'attente. Il y a une vraie gestion de l'espace à faire au cas par cas. Et dans cette gestion de l'espace, il faut faire une place à la communication avec de l'affichage, à la fois pour les clients ou pour les personnels, et ne pas hésiter à avoir recours aussi aux notes de service et à la formation. Sur la gestion des personnels, donc là, on va avoir 2 grandes familles de publics. Les publics qui sont en relation avec du public et les personnes plutôt qui sont en relation avec du public ou avec des clients, et puis les salariés qui ne sont pas en contact avec l'extérieur. Et à l'intérieur de ces catégories, on va avoir aussi des salariés dans des situations spécifiques. Donc les salariés mobiles, par exemple les salariés en livraison ou les transporteurs. Et on va aussi avoir des salariés qui évoluent dans des espaces, comme je disais, spécifiques. Donc, par exemple, les salariés qui sont en cuisine ou dans d'autres espaces un peu plus délicats. Et donc, en fonction des personnels et des interactions avec le public, l'idée pour le chef d'entreprise, c'est de mettre en place, là encore, des protocoles et de former son personnel. Donc, par exemple, le personnel qui est en contact avec le public, le former à tout ce qui est désinfection de son poste de travail, donc idéalement désinfection du poste de travail avant et après la prise de poste. Ça peut être tout ce qui est formation à la désinfection du véhicule pour les salariés mobiles, tout ce qui est la livraison sans contact. Donc, comment est-ce qu'on organise une livraison sans contact? Pour des salariés mobiles qui font des interventions, par exemple des salariés qui font de la maintenance d'équipements ou qui font du contrôle, c'est comment est-ce qu'on prépare une intervention et comment on met en place un protocole qui permettra de sécuriser l'intervention. Donc, l'idée pour le chef d'entreprise, c'est de réfléchir au cas par cas sur chaque personnel, comment en fait mettre en place des conditions optimales de sécurité sanitaire. Et puis le troisième volet de l'organisation, c'est une gestion des visiteurs. Donc, on a plusieurs types de visiteurs. Le visiteur, on va dire, le plus fréquent qui est le client. Mais on a également la visite des fournisseurs, la visite de la personne qui vient entretenir la clim, la visite du facteur qui vient déposer le courrier. On a la visite de l'agent qui vient nettoyer les locaux le soir. Et donc, pour chacun des visiteurs, il faut là encore préparer la venue de ce visiteur. Donc, quel va être son parcours? Idéalement, mettre en place des parcours clients. Qu'est-ce qu'il va toucher, manipuler et mettre en place un processus de désinfection de tout ce qui va être touché. Qui va lui parler, dans quelles conditions. Là encore, en fait, pour être sûr d'avoir touché à tous les points de l'organisation et être prêt à sortir de déconfinement, il faut aborder chacune de ces questions. Donc, il me semble important ensuite de discuter chacun de ces points, soit avec les représentants du personnel, s'il y a dans votre entreprise, soit avec des salariés volontaires, parce qu'il est important de comprendre que c'est une véritable transition. Il va falloir faire de la pédagogie du changement. Il va falloir être très dans la communication avec tout le monde pour que ça fonctionne. Et donc, il ne faut pas hésiter à mettre en place une organisation concertée avec chacun des types de publics que je viens de citer, et en réfléchissant également à optimiser les contraintes. D'où vraiment la notion de communication et de formation de chacun. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Comme l'a dit Miguel, on est en train de préparer des fiches pratiques pour aider les chefs d'entreprise.
Et donc, ce contenu sera disponible cette semaine sur le site. Oui, de la CCI Martinique. Merci Isabelle. Ok, merci beaucoup. Donc, gestion des espaces, gestion des personnels et gestion des visiteurs. Une démarche en 3 temps. Ça demande un peu de travail, mais vous verrez un petit peu plus tard que vous êtes vraiment tenu, pour le coup, vous verrez avec la DIEC que vous êtes vraiment tenu de penser à toutes ces questions et de mettre en place en fait les mesures qui s'imposent. Donc, nous allons poursuivre avec le DUERP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et je vais laisser la parole à Madame Poulet de la société Risque, qui va nous présenter ce document et les enjeux en fait de la mise à jour de ce document. Micro. Madame Poulet. Oui, bonsoir à tous. Alors, j'en viens tout de suite. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? J'en viens tout de suite au début. Oui, on le voit bien. Parfait. Donc, pour brosser très rapidement le rationnel de cette histoire de Covid-19, on en est venu à compléter un document qui est extrêmement obligatoire. Enfin, la société Risque, avec ses 12 ans d'expérience dans la prévention des risques courants et des risques majeurs, donc qu'ils soient sanitaires, technologiques ou naturels, on a l'habitude de mettre en place des différents audits, formations et équipements qui sont en relation avec non seulement la protection des personnes, mais aussi la protection des biens et de l'environnement. Dans le cadre du document unique d'évaluation des risques professionnels, on met vraiment l'humain au cœur de nos préoccupations, puisque c'est quand même la valeur la plus importante qu'on va essayer de protéger avec les différentes dispositions qu'on va mettre en place. Donc, grâce à cette protection que vous aurez effectuée auprès des personnes qui constituent vos équipes, vous allez pérenniser vos efforts d'investissement en formation, en sensibilisation, en équipement de protection individuelle et protection collective. Et vous allez enfin réussir à anticiper, réduire, et je dirais même plus, parce que Madame Martine en parlera plus longuement que moi, mais avec les dispositions légales que vous avez, c'est suffisamment large pour comprendre que dans notamment l'article 41-21-1 du Code du travail, vous devez protéger l'intégrité mentale et physique de vos salariés. Et non seulement vous devez diminuer le risque, mais vous devez aussi l'empêcher. Et c'est là toute la question, parce qu'on dit, bon, ce sont les risques du métier, mais non, les risques ne doivent pas faire partie de votre métier. Ils doivent être complètement éradiqués autant que faire se peut. Donc, vous avez 4 étapes clés à suivre pour établir votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, on va les voir en détail tout à l'heure. Tout d'abord, l'évaluation de ces fameux risques, la définition de vos objectifs et de vos priorités, votre plan d'action que vous allez mettre en place et que vous allez faire vivre. Et puis, en fin de compte, la partie beaucoup plus qui reviendra le plus souvent sera l'évaluation des progrès. Alors, en 5e point, c'est pour ça qu'il est en très pâle, il ne fait pas partie des étapes clés, mais c'est une étape qui viendra si besoin lorsque vous devrez notamment adapter votre plan de prévention des risques. Et là, je pense à certains secteurs qui sont assez sensibles. Alors, sur la première étape, sur l'évaluation des risques professionnels, vous allez faire un état des lieux. Notamment, dans les indicateurs de santé, vous allez intégrer des éléments de mesure, des éléments chiffrés, le nombre de passages à l'infirmerie, la fréquence d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, d'autres éléments comme l'inaptitude totale ou partielle ou bien le taux de gravité des accidents du travail. En termes d'indicateurs de ressources humaines, vous verrez notamment que lorsque l'humain est impacté, il va s'absenter plus souvent ou il va quitter son emploi. Donc, le turnover et l'absentéisme feront partie de ces indicateurs. En termes d'indicateurs de moyens et de risques, vous allez intégrer le nombre de formations en prévention que vous aurez mises en place, le nombre d'actions correctives que vous aurez dû mettre en place suite à des incidents ou des accidents ou des presque accidents,
et les différentes mesures d'ambiance ou de métrologie que vous devrez effectuer. Mesures d'ambiance type les personnes qui sont exposées au très fort bruit, aux vibrations, à la luminosité importante ou très faible. Et puis, en fin de compte, vous aurez des indicateurs sur le maître mot, la clé, le roi de votre entreprise, qui est votre client. Donc, les taux de satisfaction client, le nombre de pannes ou de défauts dans les installations que vos équipes vont mettre en place chez vos clients, etc. Donc, grâce à cet état des lieux, vous allez établir vos tableaux de bord. Et ces tableaux de bord vont vous permettre de piloter les différentes actions que vous allez mettre en place. Ça vous permet surtout de ne pas vous disperser et ajuster vos tirs pour les éléments correctifs que vous mettrez en place. Alors, pour définir vos objectifs et vos priorités, vous allez bien sûr identifier personne par personne les différents postes à risque, mais aussi les situations à risque, parce qu'on peut avoir un même poste et puis d'une entreprise à l'autre, si vous avez plusieurs entreprises dans le même secteur d'activité, il se peut que l'environnement soit différent et que l'exposition au risque soit différente aussi pour les salariés sur un même poste ou un poste identique. Tout ça, ça va vous permettre d'identifier ce qu'on appelle les facteurs de pénibilité au travail. Ça inclut pas mal de paramètres. Hein. Là, en l'occurrence, on parle du risque sanitaire avec le Covid-19, et vous aurez aussi les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques, hein, les personnes qui peuvent avoir des postures qui ne sont pas adaptées à leur action. Et donc, vous allez cibler les postes de travail ou les secteurs d'activité qui auront besoin vraiment d'une étude ou d'un audit approfondi, parce que là, vous aurez fléché des choses très, très précises et très particulières qui devront être ajustées. Alors, monsieur Radon parlait au début de formation, d'information, de communication. C'est extrêmement important parce qu'en matière de sécurité santé au travail, ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas dit est quasiment réputé ne pas exister. Donc, vous, chef d'entreprise ou vous, membre d'une entreprise, dès que vous aurez une action à mettre en place en termes de protection des salariés ou de démarche ou de process de sécurité et santé au travail, il faudra, dès l'étape numéro 2, informer, impliquer les salariés dans votre réflexion pour qu'ils puissent en être partie prenante et jouer le jeu à vos côtés et non pas seulement subir une information ou une disposition. Alors, dans le cadre du Covid-19, c'est encore plus dans le cadre du document unique, ça va un petit peu plus loin. Il vous faudrait, dans l'idéal, hein, puisqu'il y a des entreprises très petites qui ne pourront pas le faire, dans l'idéal, au moins avoir une personne qui est référente Covid et qui va vous permettre de suivre vraiment en temps et en heure l'application des dispositions que vous aurez prises et avoir un regard beaucoup plus précis sur vos actions. Alors, en termes de plan d'action, chaque risque identifié doit faire l'objet d'un plan d'action. C'est extrêmement important pour que les salariés puissent comprendre un petit peu, clarifier ce que vous avez prévu pour eux et ce que vous aurez prévu avec eux surtout. Pardon. Donc, les conditions d'exposition, donc là, ce sont les diagnostics approfondis que vous allez effectuer. Et je ne vais pas m'étaler sur la méthode d'analyse des risques, c'est assez technique, mais tout un chacun, vous pourrez y accéder sur les différents sites d'assurance maladie ou de l'INRS, hein, l'Institut de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail. Dans cette méthode d'analyse des risques, vous avez d'abord une partie dite normative qui inclut des contrôles et des vérifications, notamment des choses un peu chiffrées ou ouvertes, avec des questionnaires, des checklists, etc. Donc là, c'est un référentiel que vous pourrez aussi télécharger en ligne et que les sociétés spécialisées comme nous pourront vous fournir. Vous allez effectuer une analyse par poste, et c'est là où j'en reviens, par exemple, aux troubles musculo-squelettiques notamment, mais dans le cadre du Covid, les personnes qui sont un petit peu proches de la clientèle, et surtout la clientèle, quand on parle d'une clientèle proche, ça peut être tout simplement les réclamations, parce que là, les personnes sont un petit peu plus motivées pour parler fort et peut-être projeter le virus par les postillons, par les exhalaisons. Donc, les approches ergonomiques et ensuite les modélisations et les calculs probabilistes. Bon, là, on est plus sur du système complexe et quand on parle de très petites entreprises, il n'y a pas forcément ce type de situation. Alors, l'étape numéro 4, c'est la plus
C'est celle qui reviendra le plus souvent. Donc, ce sera l'évaluation des progrès. Qu'est-ce que j'ai comme efficacité dans les actions engagées? Donc, vous avez ces deux grandes questions qui doivent rester dans l'axe de votre évaluation des progrès. Et la deuxième question, comment pérenniser cette fameuse démarche? Et vous allez enrichir comme ça votre tableau de bord avec des éléments, parce qu'un document unique est toujours extrêmement vivant. Il ne doit pas rester figé et encore moins dans un placard. Vous présenterez ce document unique et toutes ses évolutions pendant les réunions, le comité économique et social, les revues de production, etc., les comités de direction. Et ça vous permettra de continuer à communiquer, toujours communiquer auprès de vos salariés. Alors, la communication, c'est important, et la formation aussi, comme disait Isabelle Lise, puisque ça vous permet de vous assurer d'une part de la bonne compréhension des messages que vous aurez à transmettre, harmoniser les connaissances, parce que tout le monde n'est pas toujours au même niveau de connaissance dans les entreprises, donc ça permet d'harmoniser vraiment ce niveau de connaissance, et surtout, à l'heure des réseaux sociaux et de la communication débridée et surtout non filtrée, non vérifiée, ça permet de lutter contre les fausses informations et qui peuvent être complètement délétères à votre entreprise. Et surtout délétères au protocole que vous aurez mis en place pour protéger vos salariés. Alors, quand est-ce que je dois mettre à jour mon document unique? Bon, une entreprise de plus de 10 salariés, c'est au moins une fois par an. Pour les plus petites, c'est régulièrement, et là, c'est à chaque fois qu'il y a bien sûr un accident du travail, un changement de poste, un changement d'équipement, tout ce qui pourrait générer des conditions accidentogènes. Donc ça, c'est en termes de régularité. Et le modèle n'est pas du tout imposé, c'est vous qui élaborez votre document unique. L'important, quand je dis c'est vous qui l'élaborez, ça peut être fait en interne, ça peut être fait par une structure externe, etc. Le modèle en lui-même n'est pas figé, vous le présentez comme vous le souhaitez, de façon bien sûr claire et compréhensible. Le format non plus n'est pas imposé, mais il en faut au moins un par établissement. Si vous avez une chaîne de petits restaurants ou de coiffure ou autre, il faut au moins un document unique par établissement. Et puis enfin, donc, les accompagnements que nous proposons à la fois sur les documents uniques et puis ensuite, bien sûr, sur la continuité d'activité, les protocoles d'hygiène, ce qui est extrêmement important. Et quand je parle de protocoles d'hygiène, Isabelle Lise évoquait tout à l'heure les personnes intervenant dans l'entreprise au contact ou non des clients, mais il y a aussi d'autres types de personnes qui interviennent dans l'entreprise. Que ce soit les stagiaires, les alternants, les apprentis, toutes ces personnes qui sont intégrées aux équipes et qui de toute façon ne peuvent pas exercer pendant le temps du confinement, elles n'ont pas la possibilité d'exercer pendant le temps du confinement, même dans les commerces autorisés à travailler. Ce sont des profils de personnes qui vont reprendre l'activité après le confinement et qu'il faudra vraiment accompagner, parce que dans une entreprise, on fait souvent des rencontres avec l'équipe, on informe le personnel et parfois les stagiaires, parfois les alternants, parfois les autres ne sont pas forcément inclus, et c'est important maintenant dans le cadre du Covid de les inclure et de leur permettre d'accéder à vos informations. Surtout pour la mise en pratique de vos protocoles d'hygiène. Alors, quand on parle des plans généraux de coordination, là, on est plus dans le domaine, là aussi, par exemple, du BTP. Et j'insiste vraiment sur le volet formation, profitez-en, puisque jusqu'à la fin du confinement, les formations à distance sont prises en charge. Là, c'est peut-être Madame Martine qui va en parler, ou bien avec vos OPCA. C'est important de savoir que c'est pris en charge à 100% en ce moment jusqu'à la fin du confinement. J'ai essayé d'aller très vite pour laisser la place ouverte aux questions. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à l'écoute de vos informations et questions. Autant pour moi, mon micro était désactivé. Je crois qu'il y a une ou deux questions, il n'y en a pas encore beaucoup. Du coup, on va continuer. Je propose qu'on continue et puis on reviendra en fin de webinaire sur les questions d'ordre pratique pour la mise en place du DU ERP. Alors, du coup, on continue notre programme et donc on arrive à la troisième partie, plutôt DIECT. Bon, elle n'est pas très bien nommée, c'est les contrôles a posteriori.
Mais du coup, je laisse la parole à la DIECT, à Madame Martine, pour le rôle de la DIECT côté travail dans le cadre de ce déconfinement, pardon, à partir du 11 mai. Voilà. Donc, je laisse la parole à la DIECT. Oui, bonsoir à tous. Donc, nous sommes effectivement dans un déconfinement qui se veut progressif de la population, avec le redémarrage de l'activité économique. Donc, ce qui veut dire que les contrôles vont devoir être opérés de manière très encadrée et contrôlée pour la simple raison qu'il faut éviter un rebond de la contagion, puisque c'est ce que nous craignons. Et l'objectif de ces contrôles seront de vérifier le bon respect des gestes barrières afin d'éviter donc un rebond qui pourrait être beaucoup plus grave que ce que nous avons connu actuellement. Donc, je pense que nous avons tous à cœur de ne pas revivre une seconde période de confinement et puis de faire ce qu'il faut donc, pour que l'activité redémarre correctement et que les salariés travaillent dans les conditions de santé et de sécurité. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les gestes barrières vont rester un certain temps et que c'est pour cette raison qu'il est important de bien préparer la reprise de manière à ce que les choses se passent au mieux. Alors, rappelez avant tout que le télétravail doit rester la règle. C'est-à-dire que lorsque c'est possible, il faut d'abord rechercher à maintenir le télétravail. Et lorsque ce n'est pas possible, bien entendu, c'est le cas effectivement pour les activités de commerce qui nous occupent aujourd'hui, de commerce et de services, à ce moment-là, on mettra en place une organisation donc, qui passe bien entendu par l'évaluation des risques et le document unique dont parlait donc, Madame Poulet. Il faut rappeler que la mise à jour du document unique, on parle bien de mise à jour, puisque le document unique est censé déjà exister, avoir déjà évalué l'ensemble des risques. Et il s'agit aujourd'hui d'y ajouter les gestes barrières, donc à côté des autres dispositions visant à l'organisation du travail. Alors, il y a une démarche préalable avant de mettre en place. Vous en avez parlé, donc il est important d'échanger, d'informer, de discuter avec les représentants du personnel, mais lorsqu'il s'agit du comité social et économique, qui a à partir de 11 salariés, donc pour toutes les entreprises, puisque toutes les entreprises, depuis le 1er janvier 2020, ont maintenant un CSE, un comité social et économique. Dans la mesure où le Code du travail prévoit que le CSE est consulté sur les conditions de travail d'emploi et sur tout aménagement important qui modifie les conditions de santé et de sécurité que l'employeur envisage de mettre en place. Donc, il y a lieu de consulter le CSE. Donc là, on est bien dans une consultation puisque les conditions de travail vont évoluer. Et dans ce cadre-là, donc, il y a eu 3 textes qui ont été publiés au journal officiel du dimanche 3 mai, donc une ordonnance et 2 décrets qui aménagent les délais de consultation. Donc, de manière très succincte, il s'agit du délai pour convoquer le comité économique et social, donc qui était jusqu'à présent entre 3 et 8 jours. Ce délai, il est ramené à 2 à 3 jours pour convoquer. Et ensuite, il y a un délai de 2 à 3 mois qui existait précédemment pour que le CSE fasse connaître son avis sur le projet qui est présenté par l'employeur. Ce délai, il est ramené à 12 jours au lieu de 2 à 3 mois. Et tout cet aménagement, il permet justement, en réduisant les délais, de faciliter la réorganisation pour la reprise du travail. Donc ça, c'est une démarche incontournable, donc il faut y penser également, puisque forcément, lorsqu'on a mis en place une organisation, dans la mesure où elle a trait à la santé et à la sécurité du personnel et qu'elle modifie les conditions de travail,
les règles de rentabilité ne seront plus les mêmes. Donc, forcément, il y a des incidences sur l'organisation. Et de ce fait, donc, il ne faudra pas oublier cette étape. Alors, la mobilisation du système d'inspection du travail tout entier, le système d'inspection du travail, c'est bien entendu les services d'inspection que vous connaissez. C'est également les services de contrôle de lutte contre le travail illégal, donc à qui on va affecter les contrôles de l'activité partielle, puisque vous savez que le dispositif a été mis en place, que les aides ont été données donc, avec des avis sous 48 heures, donc pour ne pas retarder le processus de mise en place et de remboursement, mais que les contrôles viendront a posteriori. Donc ça, c'est un dispositif qui se met en place également. Mais également donc veiller à garantir donc la reprise progressive des activités dans des conditions qui sont garantes de la santé des salariés et donc par voie de conséquence, s'agissant du Covid-19, de la population et respectueuse des droits des travailleurs. Donc la mobilisation, elle prend diverses formes. Il s'agira d'abord d'accompagner les entreprises dans l'anticipation et la mise en œuvre de la reprise. C'est ce que nous avons commencé depuis le 20 mars avec les partenaires sociaux. Donc, nous avons initié 5 groupes de travail donc, qui sont intervenus dans des secteurs tels que la banane, les services à la personne, le transport sanitaire, le BTP et les entreprises de propreté. Donc, il ne s'agissait pas d'inventer quelque chose de différent de ce qui se fait au national, mais bien, par exemple, pour le BTP, de s'appuyer sur le guide de l'OPP BTP pour en faciliter la lecture et accompagner notamment les petites entreprises et même les gros chantiers où vous avez une coordination, mais où les choses ne sont pas si simples à mettre en œuvre. Donc, cette organisation a été faite par secteur, dans ces 5 secteurs, et il y a d'autres secteurs qui demandent que l'accompagnement soit poursuivi. Et l'objectif était également donc d'allier à cette mise en place le dialogue social, puisque les partenaires sociaux ont participé. Donc, on avait les représentants employeurs, les représentants salariés, et à côté, donc, toutes les administrations concernées, l'ADEAL lorsqu'il y avait lieu, l'ARS lorsqu'on a discuté du transport sanitaire ou des services à la personne, etc., le service de prévention de la Caisse générale de sécurité, la RAC, mais aussi les médecins du travail. Donc, ils ont contribué, de même que le médecin inspecteur du travail. Et ces réunions ont donné lieu à des guides de préconisation donc, qui sont disponibles également donc, sur le site de la DIECT ou qui sont transmis donc, aux organismes concernés. Donc, l'amélioration du dialogue social est un axe important au sein de l'entreprise, mais au niveau territorial également, puisque nous y associons notamment l'Observatoire du dialogue social. Dans le même temps, nous avons assuré donc, le conseil, l'information, le renseignement aux usagers, puisque nos services fonctionnaient en télétravail, donc il s'agit des inspecteurs du travail, du service de renseignement, donc par Internet ou par téléphone. Et puis, donc, il s'agit maintenant de déployer et de piloter donc, un programme d'accompagnement des petites entreprises, ce qu'on appelle l'accompagnement RH, qui a été déjà mis en place donc, depuis la fin de l'année dernière, donc avec des cabinets de consultants donc, qui sont là pour accompagner les entreprises. Et cette démarche, donc, nous allons la mettre à jour pour tenir compte du risque Covid-19 et apporter un accompagnement plus spécifique. Et puis, donc, sur les contrôles que nous allons initier, l'objectif, bien entendu, relève des missions fondamentales de l'inspection du travail que vous connaissez, donc pour s'assurer de l'effectivité des mesures prises par les entreprises pour protéger les travailleurs du risque de contamination et donc, de manière plus générale, de veiller au respect des droits fondamentaux de la personne, et veiller au fait que le respect des règles de la représentation du personnel. Donc, pour répondre aux situations d'urgence, donc il s'agira de veiller, lorsqu'il y aura le non-respect des mesures de protection donc, préconisées par le gouvernement et déployées dans l'entreprise au sein du document unique, le non-paiement de salaire, les accidents du travail qui peuvent survenir, justement, et puis toutes les atteintes au harcèlement moral, par exemple. Donc, tous ces risques sont effectivement les points d'attention que nous aurons
pour éviter justement donc une dégradation donc de la situation du travail dans cette période sensible de la reprise. Donc, il y a tout un plan d'action, vous l'imaginez, qui est mis en œuvre par le ministère du Travail, donc à travers la Direction générale du travail. Et c'est un plan d'action donc qui cible un certain nombre de secteurs spécifiques, mais qui peut avoir des déclinaisons locales en fonction des besoins et en fonction des secteurs où nous identifierons des problématiques particulières. Et ce plan d'action, il commence le 11 mai et il va jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, ce qui veut dire que nous nous donnons jusqu'à la fin de l'année donc pour accompagner cette reprise et veiller à ce que les choses se passent au mieux. Alors, pour citer quelques secteurs qui sont déjà identifiés donc, au national, ce sont les commerces de détail, bien entendu, puisque ce sont les activités où on reçoit du public par définition, et c'est clair que le risque de contamination, il est dû au regroupement, donc à partir de là, il y aura une attention particulière dans ce secteur, celui de la logistique et puis celui des chantiers du BTP. Nous aurons aussi des thématiques donc, qui vont être observées, c'est celle de la durée du travail, de l'activité partielle, bien entendu, puisque l'activité partielle se poursuit au-delà de la période du 11 mai pour permettre une reprise progressive des activités, puisque tous les salariés ne vont pas nécessairement reprendre, toutes les activités ne vont pas redémarrer, et peut-être pas toutes au 11 mai. Donc, progressivement, et du reste, le volume d'heures d'activité partielle a été augmenté cette année pour permettre d'aller jusqu'à la fin de l'année si c'était nécessaire. Et puis, à côté de ces activités, c'est les autres services de la DIECT qui continuent de fonctionner avec une attention particulière, notamment sur les ruptures de contrat qui pourraient intervenir, qu'il s'agisse de licenciement ou de rupture conventionnelle, par exemple. Voilà donc ce que je peux vous dire dans un premier temps sur les contrôles qui vont être initiés. Donc, essentiellement, veiller aux règles de travail, au respect des consignes. Donc, je rappelle bien qu'à côté du Code du travail, on ajoute les consignes de sécurité sanitaire en vue de préserver la santé donc, des salariés au travail, mais également de la population. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Martin. Du coup, je propose de passer aux questions-réponses, de prendre les questions qui ont déjà été posées au fil des différentes présentations. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre. Il y a une question, je crois, la réponse a été apportée, mais je te laisse confirmer, Isabelle. À partir de combien de salariés faut-il mettre en place ces mesures? Donc, les mesures de gestion des espaces, de gestion client, gestion des personnels. Donc, la mise en place… En fait, les trois grandes, gestion des espaces, gestion des personnels et gestion des visiteurs. Ouais. Donc, les trois volets doivent être mis en place par l'entreprise, quel que soit le nombre de salariés. C'est valable même pour une entreprise avec une personne. Oui, à partir du moment où vous recevez du public et oui, à partir du moment où vous êtes en commerce, en fait, ou une activité de service, quel que soit l'effectif. OK. Merci Isabelle. Autre question qui a été posée dans le fil de conversation à Madame Poulet, à l'attention de Madame Poulet. Qui doit rédiger le DUERP? Est-ce que c'est un membre du CSE, l'employeur ou un référent sécurité? Vous avez répondu, mais je vous laisse apporter un complément si nécessaire. Voilà. Alors, pour la rédaction du document unique, il faut simplement que la personne soit au fait de la question, que ce soit une personne en interne ou en externe. Il n'y a pas de profil particulier et le seul profil vraiment particulier qu'il faut choisir pour les personnes qui vont rédiger votre document unique, parce que c'est un document extrêmement important pour votre entreprise, c'est que cette personne soit sérieuse et qu'elle fasse techniquement tout le nécessaire pour que l'analyse des risques de la société soit faite de façon précise et vraiment fouillée. Il ne s'agit pas juste de faire un document pour faire un document et faire plaisir à la DIECT, par exemple. Il faut vraiment que ce document-là soit fait dans l'idée
de protéger les salariés. Bon, je le dis parce que nous avons eu l'occasion d'accompagner des chefs d'entreprise qui pensaient que leur document unique était totalement opérationnel. Et en fait, en fouillant un peu, par exemple, on est en Martinique, on a un risque sismique qui est permanent. Le risque sismique n'était pas pris en compte pour cette entreprise alors qu'il y avait des choses installées en hauteur. Donc ça, c'est un exemple. Dans l'exemple du Covid-19, il faut que la personne qui va rédiger votre document unique soit au fait du risque sanitaire, les choses que ça implique, les risques que ça implique, et puis aussi prenne en compte le post-Covid. Quand je dis post-Covid, ce n'est pas post-épidémie, c'est post-contagion. Si vous avez un salarié qui a été contaminé par le Covid-19, il aura peut-être certaines séquelles qui vont lui rester, notamment au niveau peut-être respiratoire, pulmonaire, hépatique, au niveau musculaire, s'il est passé par la case réanimation. Il y aura un aménagement du poste de travail peut-être à effectuer. Donc tout ça, ce sont des analyses à faire non seulement dès maintenant pour savoir à quel moment vos salariés et vous-même risquez d'être en contact avec le virus. Est-ce que c'est par les poignées de porte? Est-ce que c'est par la circulation d'air? Est-ce que c'est par le nettoyage de telle ou telle zone ou la remise aux clients de certains produits ou certains services? Donc, à quel moment les personnes peuvent être contaminées et à quel moment, lorsque les personnes sont contaminées, on doit réévaluer leur poste et surtout avec elles. Donc, qui doit le rédiger? Ce document unique, c'est une personne qui est suffisamment au fait de la question pour que ce document vous serve de façon extrêmement opérationnelle. C'est ça. Et j'en profite même pour rebondir sur votre propos et pour insister sur ce document unique. En fait, on se rend compte en Martinique, il faut le dire, que beaucoup d'entreprises ne l'ont simplement pas ou ne sont pas au courant que c'est un document qui est obligatoire. C'est l'occasion. Alors, Oui, Madame Martine a bien insisté dessus. Je dis comment élaborer un document unique en osant croire que les entreprises qui existent déjà l'ont déjà élaboré, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Donc, chef d'entreprise, je vous invite à élaborer votre document unique si ce n'est fait et l'actualiser surtout à l'heure actuelle avec la pandémie. Et quel que soit le nombre de salariés, j'insiste dessus. Dès lors que votre activité implique une personne, il faut que le document unique soit élaboré. c'est le meilleur moyen de vous assurer que vous êtes en conformité réglementaire et sanitaire, en fait, même par rapport à la crise Covid. Donc, il faut qu'il soit élaboré. Merci beaucoup, Madame Poulet. Et vous pouvez vous rapprocher, même pour avoir plus d'informations ou en regard, pareil, vous pouvez vous rapprocher d'acteurs effectivement qui ont une bonne connaissance du sujet, donc de professionnels. Et pour avoir ne serait-ce qu'un premier niveau d'information, d'accompagnement, vous pouvez aussi vous rapprocher de la CCI Martinique, donc au travers de la cellule de crise. Une question qui se pose, du coup, je reste sur. Il y a d'autres questions à l'attention de Madame Martine, mais puisque on est sur le sujet, je reste sur le DUERP. Y a-t-il des DUERP type? Vous avez répondu pour aider les petites entreprises pour l'actualiser au mieux. Peut-on utiliser un modèle par secteur d'activité? Donc, je vous laisse répondre. Alors oui, justement, vous avez des outils qui sont à votre disposition, notamment, je l'évoquais tout à l'heure, sur le site de l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et maladies professionnelles, ou vous regardez sur le site de l'assurance maladie, et vous avez certaines fiches qui sont faites. Après, il ne s'agit pas juste de faire des encoches dans les cases, il s'agit surtout, avec cette trame que le portail va vous donner, le portail de l'assurance maladie va vous donner, ce sera d'adapter à votre entreprise et son environnement. Puisque si on prend l'exemple d'un salon de coiffure, par exemple, un salon de coiffure peut avoir un certain type de service. Par exemple, s'il utilise beaucoup des coupes à la mode, il va surtout utiliser du matériel coupant, tranchant ou abrasif. Un autre salon de coiffure qui aura toujours le titre salon de coiffure va plutôt faire du défrisage, donc va utiliser des bases, va utiliser des produits chimiques, va utiliser des teintures. Donc, pour une même activité coiffure, vous aurez différents types de risques, différents types de clientèle et les salariés eux-mêmes seront amenés à avoir des missions différentes. Donc, vous devrez adapter à chaque fois à votre entreprise. Si je peux me permettre,
juste pour rebondir sur ce que disait Madame Poulet, effectivement, il est très important que ce ne soit pas un document qui soit élaboré pour remplir une obligation. Il s'agit de s'inscrire dans une vraie politique de prévention au sein de l'entreprise pour véritablement analyser les postes de travail. Et le deuxième élément que je souhaite ajouter, c'est qu'effectivement, soit il y a des entreprises qui n'ont pas le document unique, donc elles risquent d'être sanctionnées encore plus maintenant. Et puis, celles qui ont un document unique, très souvent, on a rempli une obligation et puis le document, il est dans une armoire. Donc, on sait qu'on l'a fait, mais le document, on ne va pas voir ce qu'il contient. Et surtout, on ne le communique pas aux chefs de service, aux responsables, qu'ils vont démultiplier l'information auprès des salariés et faire en sorte qu'on effectue son travail au quotidien en se servant en fait du contenu de ce document pour organiser le travail. Et c'est là qu'après, on s'expose à des risques d'accident parce que cette évaluation des risques, elle est faite, il y a bien une utilité et ça fait partie des points que nous allons contrôler lors de nos interventions. Ce sera le document d'entrée, en fait, la clé d'entrée de ce que l'employeur aura réalisé et comment il l'aura porté à l'information, de manière à ce que nous puissions nous assurer que les règles sont effectives. Et je peux vous assurer que nous avons déjà donc des salariés qui se plaignent parce que forcément ce Covid-19 a créé une inquiétude particulière au sein de la population et des salariés en particulier. Et les salariés nous disent oui, on nous a donné un document, on nous a dit voilà, c'est comme ça, mais on ne nous laisse pas le temps de mettre en place les gestes barrières. Donc forcément, ça fait partie des choses que nous allons contrôler. Donc il s'agit de mettre en place le document, mais ensuite de veiller à son application effective. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ces interventions. Alors, toujours sur le DERP, mais peut-être plus une question à l'attention d'Isabelle, de Madame Martine. Y a-t-il une aide au financement prévue pour la rédaction de ce DERP? Alors, je sais qu'au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale, donc ils ont voté un budget au niveau de la Caisse de Martinique, la DRP, la Direction des risques professionnels, et pour l'accompagnement, donc d'une part de la mise en place ou de la mise à jour du document unique, et d'autre part pour l'acquisition d'équipements, en fait, puisqu'il faut très souvent se procurer du matériel jetable dans certains secteurs ou autres. Donc, alors c'est un dispositif dont j'ai connaissance, mais pour lequel il faudrait se rapprocher, je pense, de vos interlocuteurs à la sécurité sociale, puisque le site est, je crois, en cours de mise à jour. Voilà. Donc, mais au niveau de vos interlocuteurs cotisation, santé, sécurité auprès de la sécurité sociale, vous pourrez avoir les informations. Oui, effectivement. Oui. Si des investissements sont à réaliser pour l'aménagement des postes aussi, il y a des aides spécifiques qui existent. Alors, c'est un dispositif classique de la sécurité sociale. Et voilà, pareil, vous pouvez déjà vous rapprocher. Je parle en dehors de la crise Covid, hein, simplement pour l'aménagement des postes, pour la prévention des risques professionnels. Il y a des choses qui existent et je pense que du coup, ces dispositifs, comme vous le disiez, Madame Martine, vont être abondés dans le cadre de cette crise. Alors du coup, est-ce que... Oui, je continue sur les questions. Il y avait une question, pardon. Je la reprends. Autant que je me remette dessus. Il y avait une question à l'attention de Madame Martine, si mon document veut bien s'ouvrir. Alors, bon, je vais la reprendre un peu différemment. Ah non, alors toujours celle-ci, je ne sais pas si... non, on ne l'a pas évoqué, c'est toujours à l'attention de Mme Poulet, pardon. Quel délai pour mettre à jour le document unique, puisqu'il faut mettre en place le plan d'action avec les salariés, donc ce sera forcément après la reprise. Donc, quel est le délai? Oui, c'est aussi à l'attention de Mme Martine. Quel délai est laissé pour la mise en place de ce document? Enfin, la mise à jour de ce document. Je pense que je peux laisser répondre Mme Poulet, oui. Donc, le délai, c'est le plus rapidement possible, je vais presque dire pour avant-hier. Il ne s'agit pas d'aller dans l'entreprise si vous ne pouvez pas vous y rendre. Et le confinement est toujours d'actualité, il faut le respecter.
Maintenant, si vous êtes responsable de l'entreprise, vous connaissez à peu près tous ces recoins et tous les profils de salariés. Après, à la reprise, vous allez adapter votre document unique à la situation, mais vous pouvez déjà en jeter les grandes lignes, prévoir dans le document unique tout ce que vous allez changer et à la reprise, vérifier si son opérationnalité, son application est possible. Mais ça ne vous empêche pas déjà de prendre les devants, commencer à imaginer, réaliser, planifier tout ce que vous allez devoir changer, déjà avec les fiches missions, les fiches professionnelles qui sont à votre disposition sur les sites officiels. Et là encore, la reprise ne vous permettra que de faire des petits ajustements ou des ajustements en fonction de, par exemple, la réaction des clients face aux mesures que vous aurez mises en place, la réaction de vos salariés, l'information, la sensibilisation de vos salariés. Vos salariés eux-mêmes vont vous donner d'autres idées ou d'autres éléments. S'ils ne sont pas en activité partielle en ce moment, vous pouvez échanger avec eux pour voir comment vous allez mettre tout ça en œuvre. Les échanges sont possibles, sauf bien sûr s'ils sont en chômage partiel. Ça, donc c'est possible déjà de le mettre en place et ensuite de l'ajuster. Puisque c'est un document qui vit, hein, comme on l'a dit, ce n'est pas un document qui est amené à être mis dans un coin et dans un placard. Et voilà, donc il pourrait évoluer. Alors, les seules mesures que vous mettrez en place sur un site, par exemple, ce sera, si je prends l'exemple des sanitaires, des WC dont Isabelle Lise parlait tout à l'heure, si vous voulez éviter que les gens manipulent les poignées, la robinetterie, vous mettrez en place avec un plombier pour ça, vous mettrez en place une distribution d'eau avec un levier à pédale, un levier pour les pieds. Tout ça pour réduire les manipulations et toutes les contaminations manuportées que vous pourrez induire. Ça, c'est sur un site uniquement que vous pourrez le faire, mais pour le document unique en lui-même, vous pouvez déjà commencer à le repenser. Parce que vous aurez une signalétique à mettre en place, des mesures de protection individuelle, mais aussi des mesures de protection collective qui sont elles aussi importantes. Et dans certaines petites structures, vous n'aurez pas, par exemple, la place pour mettre en place un cheminement, mais ça vous demandera de revoir votre activité et d'adapter, toujours s'adapter. Hein. On a l'habitude de s'adapter avec les cyclones, avec les séismes. On s'est adapté après le chikungunya ou le Zika, où certaines entreprises ont dû tourner à 2 salariés au lieu de 10. Donc tout ça, ce sont des adaptations qu'on a l'habitude de faire. Ne soyez pas effrayés par le mot Covid-19. C'est vrai que la pandémie est autrement plus grave que ce qu'on a connu comme autre pandémie ces dernières décennies. Mais ça vous autorise quand même à continuer à imaginer votre entreprise sur une démarche, un process d'hygiène beaucoup plus adapté. D'ailleurs, pendant les épidémies de gastro-entérite aussi, hein, il suffit d'un contact de la main à la bouche pour être contaminé. Donc là aussi, vous savez quelles mesures prendre. Il suffit de les étendre à tous les autres portages de virus que vous pourrez imaginer dans votre entreprise. Oui, alors, cette question n'a pas été... Je vais prendre encore une question, après peut-être moi aussi en poser une ou deux, qui n'ont pas forcément été posées, mais qui peuvent être pertinentes. Alors, une question sur le secteur de la restauration. Est-ce que le port de la visière peut être envisagé ou il y a un autre protocole recommandé? Déjà, pour répondre, pour apporter un premier niveau de réponse, le secteur de la restauration fait partie... les cafés, restaurants, bars, aujourd'hui sont exclus de la sortie de confinement à partir du 11 mai. Donc ça, c'est la première précision à apporter. Enfin, en dehors des activités qui peuvent être faites soit en livraison, soit en vente à emporter. Donc pour la restauration traditionnelle, elle est toujours confinée. Et donc la question, c'était est-ce que le port de la visière peut être envisagé ou il y a un autre protocole recommandé? À Madame Martine, Madame Poulet ou à Isabelle Lise? Alors, très clairement, sur la restauration traditionnelle, donc nous n'avons pas encore de fiche métier.
En revanche, il existe déjà la fiche métier pour la restauration collective ou la vente à emporter. Parce que par définition, il y a des activités qui continuent de fonctionner. Donc, la restauration collective, même si on n'en a pas beaucoup ici, mais sur le territoire national, donc il y a des restaurants qui continuent de fonctionner. Et puis, ici, on a le phénomène des drives, puisque la vente à emporter sous forme de drive, effectivement, vise à éviter le contact avec le public. Et lorsque vous avez une fiche métier, vous allez avoir déjà les préconisations. Alors, sur l'utilisation de visières ou de masques, il y a sur même la notion de masque, vous savez qu'il y a beaucoup de doctrines, ça a beaucoup évolué. Et qu'aujourd'hui, donc, il y a des textes qui sont sortis, donc des masques qui sont de plus en plus accessibles et qui devront l'être au 11 mai. Mais pour autant, les visières ne sont pas interdites. Après, toute la question de l'utilisation de masques, de gants ou de visières, c'est d'éviter, enfin, d'avoir une bonne utilisation pour retirer ou pour mettre ces équipements et de ne pas se toucher le visage, de ne pas porter les mains au visage, etc. Et lorsqu'on a touché le masque, si on a les mains souillées, finalement, on se croit protégé et on ne l'est pas. En fait, c'est surtout sur ces questions-là qu'il faut être très vigilant. Alors, ça a été dit par Madame Poulet, il faut privilégier en premier lieu la protection collective. Et ce n'est que lorsque la protection collective n'est pas possible ou lorsque les règles de distanciation physique ne sont pas possibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas conserver une distance d'au moins 1 mètre entre deux personnes, on va recourir au masque ou à la visière. Mais tout cela, ça aura été analysé dans le cadre justement de la mise en place du document unique et de l'élaboration des consignes de travail en sécurité en intégrant les gestes barrières. C'est véritablement quelque chose qui est pensé dans l'entreprise, qui est organisé bien en amont. Et ce n'est pas au moment où on reprend le 11 mai qu'on va se poser les questions, c'est bien avant et c'est pour cette raison que vous avez un document très important qui est le document unique qui va définir tout cela et tenir compte d'une part des règles de protection prévues dans le Code du travail. Donc, on a cité L41, 21, 1, 2 et 3. Ce sont les 3 articles de base qu'on va systématiquement vous citer lorsque les règles ne seront pas respectées. C'est véritablement la base en matière de santé sécurité. Et puis, ce sera l'application que vous ferez de ces dispositions du code auxquelles vous aurez intégré donc, les règles sanitaires dues à la volonté donc, de ne pas laisser le virus se propager. Alors, et j'ajouterais aussi, concernant, en plus de la bonne utilisation du masque, il y a aussi le fait que certains salariés peuvent être exposés à un risque de coupure, de chute ou de conduite d'engin. Lorsque ces personnes portent un masque, à force de respirer leur propre gaz carbonique, elles peuvent éprouver des maux de tête, des étourdissements, et là, le risque d'accident est très présent. Donc là encore, il faut adapter en fonction de la mission et de l'exposition au risque de vos salariés et de vous-même, si vous êtes aussi en activité dans l'entreprise. Il faut faire attention avec cette utilisation de masques que ça n'augmente pas le risque, justement. On évite une contamination pour se retrouver avec une personne qui conduit un engin ou qui est dans une cuisine et qui tombe dans les pommes. Donc, il faut faire aussi ce travail de préparation du personnel, parce que ce ne sont pas des équipements qui sont totalement anodins. Et certaines personnes fragiles peuvent éprouver des difficultés à les utiliser, non seulement correctement, mais aussi dans la durée. Ensuite, pour finir sur peut-être la question des masques, j'attire juste l'attention sur le fait qu'il y a beaucoup d'offres, en fait, on va dire, mais qu'il est important de vérifier l'homologation des masques et la conformité avec les normes gouvernementales. En fait, le masque fourni aux salariés doit correspondre à l'objectif visé et au risque auquel il est confronté. Et on doit aussi former le salarié à la fois à l'utilisation du masque et, si le masque est réutilisable, à son entretien.
Exact. Et pour compléter encore, puisque on parle du masque, et je crois qu'il y a une question qui a été posée sur les gants, mais je vais la poser, je vais la poser juste avant, concernant les gants, un petit point qui n'a pas forcément, enfin, qui n'a pas été précisé, mais qui est vu dans le DUERP. Le conseil du gouvernement sur le port de gants, enfin le conseil du ministère du Travail, et je parle sous contrôle de Madame Martine, c'est comment dire, c'est de le réduire au strict nécessaire. Ce qui est encouragé dans un premier temps, ce sont les gestes barrières. Ce sont les mesures barrières, et les gants sont seulement en cas de nécessité absolue. Je ne sais plus dans quel cas de figure précisément, vous pourrez retrouver dans le protocole de déconfinement l'information. En tout cas, le message du ministère du Travail, c'est de dire que les gants peuvent constituer un facteur de risque supplémentaire, exactement comme vous le disiez pour les masques, Madame Poulet. Les gants peuvent constituer un facteur de risque supplémentaire, puisque si je les garde toute la journée et que je me frotte le visage, je me touche le visage de la même manière avec, finalement, enfin, c'est un objet de contamination comme un autre. Donc, ils induisent en fait un faux sentiment de sécurité, puisque la personne qui les porte se dit, bon, ben, je ne risque rien, je touche tout avec des gants, mais elle se touche le visage de la même manière. Donc, ce qui réduit vraiment le risque, ce sont les gestes barrières, et c'est le fait de se laver les mains régulièrement, c'est le gel hydroalcoolique. Alors, pour préciser la question qui m'a fait rebondir sur ce que vous disiez, et qui m'a fait faire le lien avec cette question des gants, il y avait une question, voilà. Dans un commerce, peut-on imposer le port de gants aux clients? Comment les empêcher de toucher les objets qui ne sont pas achetés ensuite? Exemple, je me rends chez Carrefour, enfin, dans mon épicerie du coin, je regarde un sachet de pâtes, je le prends dans ma main, mais je ne l'achète pas. Donc, comment empêcher ça, et comment tous les objets ne peuvent pas être désinfectés? Est-ce qu'il faudrait suivre chaque client? Enfin, quels sont les devoirs de l'entreprise? Où est-ce que s'arrête finalement cette prévention des risques? Alors, je ne sais pas si la question s'adresse à qui, en fait. Elle a été posée, La cantonade. elle s'adresse peut-être à vous, Madame Poulet, un petit peu, Alors, dans une à Madame entreprise, Martinez. notamment un commerce, c'est vrai qu'on ne peut pas. Alors, ce serait trop beau, hein, c'est objet touché, objet acheté, ce serait l'idéal. Non, ce n'est pas possible. C'est comme dans les épidémies de gastro-entérite. Vous ne savez pas si la personne a lavé ses mains, elle touche les conserves, elle touche à toutes sortes d'objets dans le supermarché ou dans la supérette ou dans le comptoir, et elle n'achète pas. L'essentiel pour toutes les autres personnes qui vont graviter autour de l'objet, c'est de se savonner les mains. Le gel hydroalcoolique viendra en renfort s'il y a une coupure d'eau, par exemple, sachant qu'il faut un point d'eau avec du savon pour favoriser le lavage des mains. C'est vraiment quand il est impossible que le gel hydroalcoolique va venir pour aider le personnel à avoir un minimum d'hygiène manuelle. Alors, cette histoire de gants, comme vous disiez, Monsieur Radon, je ne suis pas fanatique des gants parce que ce sont des vecteurs de transport du virus extrêmement importants, parce que les gens ont des gants, donc ils touchent à tout, parce qu'eux se sentent protégés et du coup, ils peuvent véhiculer le virus pour les autres. Donc, se laver les mains, c'est beaucoup plus important et protecteur, hein. Après, peut-être que les différents conseils scientifiques vont donner d'autres retours d'expérience, hein, puisqu'on en apprend tous les jours avec cette nouvelle pandémie. Le lavage des mains est à privilégier. Et dans un commerce, on ne peut pas imposer à un client de mettre des gants. Là, pour l'instant, les masques sont ou seront imposés. Là, il faut que j'actualise les dernières informations là-dessus. Mais pour le port des gants, c'est beaucoup plus délicat. D'autant plus que si vous fournissez des gants, si vous imposez des gants, il faut les fournir. Maintenant, après, le commerce est une zone privée. Donc, le commerçant, s'il estime que les personnes qui rentrent chez lui doivent avoir des gants, soit il leur fournit, soit il les leur vend, soit les personnes viennent avec. Mais la situation peut être délicate sur la relation clientèle après ça. Oui, c'est assez complet, effectivement, comme réponse. Merci beaucoup. Sachant qu'il y a des personnes allergiques au latex, donc n'ajoutez pas du risque au risque. Effectivement. Effectivement. Alors, du coup, je vais prendre encore deux autres questions.
Une qui... que doit-on faire concernant les masques et les gants? Bon, là, la réponse a plus ou moins été apportée. Ah oui, pour les sorties en bateau, en petit comité, moins de 10 personnes, est-ce que nous pouvons reprendre? Joker. Là, je pense que les Madame autorités Martine? préfectorales vont, sauf si ce sont bien sûr les activités professionnelles. Maintenant, Madame Martine pourrait effectivement donner l'information là-dessus. Non, ces activités n'ont pas encore été levées puisqu'il s'agisse du transport aérien ou du transport maritime, tout est encore sous contrôle et surtout nous sommes sur un territoire insulaire, donc nécessairement la propagation est venue de l'extérieur comme nous l'avons vu par les bateaux et les avions. Donc le sujet est très sensible et aujourd'hui le sujet qui occupe c'est la demande de pouvoir accéder aux plages, c'est pareil, c'est toujours sous contrôle. Et tout dépend en fait de l'évolution de l'épidémie. C'est-à-dire qu'il y a une observation qui est faite au niveau des services de l'État, donc sous l'égide du préfet bien entendu, pour s'assurer de l'évolution de la maladie. Et tant qu'elle ne sera pas stabilisée à un certain stade, même si nous sommes en zone verte, les choses ne pourront pas être libérées ainsi. Et je crois qu'il faut rappeler à tout un chacun, donc, et je reviens un petit peu sur la question de tout à l'heure, sur le fait d'avoir des gants en supermarché, de toucher à tout, je crois qu'il y a une responsabilité individuelle et collective du citoyen, puisque chaque personne se trouve face au risque d'être contaminée. Donc, si moi, je veux trouver la protection, il faut que je me pose la question que quelque part, il faut que je fasse attention de respecter les gestes barrières qui sont édictés par le gouvernement pour ne pas ajouter du risque, pour ne pas me mettre en danger et pour ne pas ajouter du risque. Parce qu'il ne faut pas oublier que le vecteur de contamination, c'est les gouttelettes, c'est la contamination par les éternuements ou la toux qui vont faire que des gouttelettes vont se poser ici et là et qu'on va transporter le virus, donc soit au visage, etc., mais en touchant. Et c'est comme ça qu'on attrape le virus. Donc, quelque part, je crois qu'il faut toujours se projeter dans ce mode de contamination et dans le fait que chacun porte aussi la responsabilité de faire en sorte que les choses n'évoluent pas dans un mauvais sens. Et à partir de là, on pourra penser à sortir et surtout, alors, j'attends de voir le 11 mai, mais il ne faut pas se dire que ça y est, on est sorti du confinement et on revit comme avant et on refait tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Je crois qu'il faut se dire que le confinement déjà, il se termine, mais le virus, il est encore là. Donc, les gestes barrières, les mesures de précaution, il faut toujours les conserver et il faut se dire qu'il faut prendre de nouvelles habitudes. C'est vrai que le changement est très difficile, mais je crois qu'on se rend compte qu'au niveau de tout ce qui se passe autour de nous, le changement, il est inévitable. Il faut qu'on l'aborde d'une autre manière et qu'on se dise comment je vais fonctionner dorénavant parce que l'inquiétude reste là quand même malgré tout. Exact. Alors, je continue, du coup, maintenant les questions s'enchaînent. Une question à l'attention de Madame Martine. Peut-on mettre une partie du personnel en activité partielle après le 11 mai et jusqu'à quand? Oui, tout à fait. On peut toujours mettre une partie du personnel où le personnel met de manière partielle, justement, dans le cadre de l'activité partielle, parce que les heures de chômage partiel sont possibles, en fait, jusqu'au 31 décembre 2020, durant toute l'année 2020. Donc, certaines activités auront beaucoup plus de mal à redémarrer, parce que souvent, il y a des préalables. Et quelque part, donc, quand on doit, par exemple, réduire les équipes, pour respecter les gestes barrières, parfois, une des solutions d'adaptation, c'est de réduire l'équipe qui intervient, et c'est ce qu'on voit sur certains chantiers. Donc, il y a une équipe qui intervient, mais en alternance, donc d'autres restent en chômage partiel. Donc, ça restera possible. OK. Le chômage partiel reste possible. OK, c'est bien noté.
Je vais encore prendre 2 questions parce qu'il est déjà 17h30 et après, du coup, les questions qui n'ont pas pu être abordées seront traitées dans la foire aux questions. Donc, une question sur, avez-vous une liste de fournisseurs des produits comme distributeurs de gel, masques, visières, etc. et autres? C'est une question un peu délicate, celle-ci. Alors, si vous voulez, on s'attache au niveau de la cellule de crise en préfecture, justement, à élaborer des listes pour la population. Et ça, c'est le préfet qui va communiquer dessus. Mais un travail se fait, qu'il s'agisse des masques, qu'il s'agisse du gel, ou même des points d'approvisionnement. Donc, il y a beaucoup de listes qui sont mises en œuvre. Vous pouvez chercher sur le site du gouvernement aussi. Mais pour la Martinique, donc, il y a des listes qui sont en préparation, notamment pour la fabrication locale des masques, etc. Voilà. Donc, ça va venir, mais c'est le préfet qui va communiquer là-dessus. Oui, oui enfin, on sent une certaine inquiétude, nous aussi d'ailleurs, quand on a des dirigeants au téléphone, puisqu'on est à quelques jours du déconfinement, mais soyez rassurés, messieurs, mesdames, chefs d'entreprise, c'est en cours et ce sera bientôt publié. Aussi, une autre question, peut-on soumettre son salarié à test de température? Ça fait partie du protocole de déconfinement, enfin en tout cas, il y a des grandes lignes qui sont données dans le protocole de déconfinement. Je vous laisse apporter la réponse, Madame Poulet, Madame Martine, peut-être. Alors, sur le test de température, oui et non. Oui, en ce sens aussi, dans une entreprise, donc il y a des risques graves. Donc, je ne vais pas citer une entreprise importante du territoire, mais voilà, qui touche à tout le monde en Martinique. Sous réserve d'avoir l'avis favorable du comité social et économique sur les modalités de mise en place, oui, c'est possible. Et dans ce cadre-là, un salarié qui refuserait le test de température, donc ne serait pas renvoyé, enfin je veux dire, ne perdrait pas son travail, mais du coup, il ne serait pas admis à entrer dans l'entreprise dans la mesure où le règlement intérieur le prévoit, puisque là, on porte la tête, clairement, c'est comme les tests d'alcoolémie et autres. Donc, il y a le règlement intérieur qu'il faut modifier et avoir l'avis favorable du comité social et économique. Et à partir de là, dans ces conditions-là seulement, ça pourra se mettre en place. Oui. Et mais s'il s'agit d'une TPE qui n'a pas de CSE, comment ça fonctionne? S'il s'agit d'une TPE, l'employeur, alors il y a toujours la possibilité de faire des accords signés par les salariés, mais bon, il faudrait justifier de la nécessité parce que dans les mesures gouvernementales, ce qui est prévu, c'est que c'est le salarié qui prend sa température et lorsqu'il a les signes de la maladie, donc il le signale à qui de droit, son médecin, son employeur, etc. La règle, ça reste ça. Alors, je vais prendre une dernière question et puis répondre moi-même à la toute dernière et nous allons clôturer le webinaire puisqu'il est déjà 17h33. Donc, une question, que doit-on répondre à des salariés, et celle-ci elle est importante, elle va arriver, qui exigent le port du masque, enfin des salariés qui peuvent, pour reprendre le travail, quelle est notre obligation en tant qu'employeur? Et je pousse un peu la question, si un salarié demain exerce son droit de retrait, alors que j'ai mis en place l'organisation qu'il fallait pour sécuriser, enfin pour respecter les mesures d'hygiène, les préconisations sanitaires, voilà, quelle est la réglementation qui s'applique? Alors, le protocole national de déconfinement est très clair là-dessus. Donc, le port du masque n'est pas la panacée, ce n'est pas la réponse aux besoins de travail en sécurité. C'est d'abord la mise en œuvre des gestes barrières par des mesures de protection collective. Ensuite, lorsqu'on ne peut pas sur certaines fonctions ou autres, mais parce que l'analyse des risques aura démontré que sur certains postes de l'entreprise, il est nécessaire que les salariés portent des masques parce qu'ils sont à proximité d'autres. Lorsque, par exemple, on a à soulever des charges
et que les règles de sécurité recommandent d'être à 2 pour soulever une charge lourde, forcément, on fait un geste où on est rapproché. Là, le masque va s'imposer parce qu'on ne peut pas mettre en place de mesures collectives contre le Covid-19. Mais le masque n'est pas le pays qui est la panacée. C'est-à-dire que si je vais jusqu'au bout du raisonnement de ce que pensent beaucoup, c'est-à-dire il suffit de me donner un masque et puis ça y est, je suis tranquille. Non. Et c'est là qu'il y a un risque finalement à se détourner des gestes barrières et à ne pas retenir les gestes importants. Je ne dis pas que le masque ne peut pas être utilisé, mais ce n'est pas, excusez-moi, voilà, j'ai ramené la lumière. Mais ce n'est pas la première réponse à apporter. C'est véritablement après l'analyse des risques qu'on va identifier la nécessité pour certains postes de travail d'avoir le port du masque, et notamment lorsqu'on est en contact avec le public. Et pour cela, donc, le protocole national de déconfination, il est très bien expliqué. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discours concernant le port du masque, mais il faut s'en tenir pour un chef d'entreprise qui aura évalué les risques, qui aura mis en place les moyens de protection nécessaires, jetables lorsqu'il y a lieu, etc., visière, tout ce qu'il faut, ce qu'il aura identifié, qui aura mis à disposition de son salarié les équipements de protection et les équipements de travail pour travailler en sécurité. Le droit de retrait à ce moment-là n'aura pas de justification dès lors que l'employeur aura respecté et le code du travail et les règles de santé sanitaire donc, qui émanent du ministère de la Santé. Donc, vous avez 2 ministères, grosso modo, qui la plupart du temps, il peut y avoir le ministère de l'Agriculture ou des Transports, mais de manière générale, ces règles sont fixées par le ministère du Travail et le ministère de la Santé s'agissant du Covid-19. Et dès lors que ces règles sont mises en place et respectées, le droit de retrait donc, ne trouve plus lieu à s'exercer. Ok, c'est très clair, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Et du coup, j'ai remis le lien, je l'avais déjà mis une première fois, je l'ai reprécisé encore, le lien du protocole national de déconfinement dans le fil de conversation. Et puis, qu'est-ce que je voulais préciser quelque chose, bon, ça m'est sorti, c'est pas grave. Alors, je prends une toute dernière question et puis après, je vais laisser la parole aux intervenants pour le mot de la fin. Donc, une question sur le mode de paiement des espèces. Quelles mesures adapter quelles mesures adopter plutôt pour rendre la monnaie. Alors, pour répondre très concrètement, dans les fiches pratiques, il y a une fiche pratique sur les commerces, les activités de commerce du gouvernement. Et cette fiche pratique préconise la mise en place de soucoupes pour pouvoir rendre la monnaie. Donc, vous pouvez avoir une soucoupe, un petit récipient, en fait, pour éviter le contact de main à main pour la remise de la monnaie. Et puis, vous pouvez aussi, bon, après, c'est un investissement qui est un peu plus coûteux. Il y a des appareils qui permettent de rendre la monnaie. Donc, bon, bonne nouvelle, c'est qu'on peut bénéficier d'une aide si on veut mettre en place ce type d'appareil, soit une aide de la collectivité territoriale, enfin l'aide à l'investissement classique, soit sinon en tout cas l'aide de la CTM, ça c'est sûr. L'aide de la CGSS, je ne sais pas si elle s'applique. En tout cas, peut-être pas pour l'instant. Mais voilà, donc 2 réponses, la soucoupe, et puis plus compliqué, le distributeur, enfin l'appareil qui rend la monnaie automatiquement sur billet. Voilà, donc il est 17. Juste pour Isabelle. compléter, Miguel, si tu permets, il y a également une fiche hôte de caisse qui explique également qu'à partir du moment où on a du personnel en caisse, il faut que la personne se lave les mains très régulièrement, idéalement toutes les demi-heures. Ça permet aussi de limiter le risque quand on manipule et des objets et de la monnaie. C'est ça, exact. Merci beaucoup pour l'ajout, le complément, Isabelle. Donc, je propose de clôturer là notre webinaire de ce jour. Donc, juste pour information, le prochain webinaire se tiendra jeudi et donc on fera le focus sur le BTP. Donc aujourd'hui, c'était focus commerce et services et donc toujours préparation du déconfinement et de la reprise d'activité sur le secteur du BTP. Donc je laisse la place à nos 3 intervenants du jour pour le mot de la fin.
Dans l'ordre d'intervention, du coup, Isabelle Lise, Madame Poulet et Madame Martini. Donc tout d'abord, merci à tous les participants pour nous avoir écoutés. Et donc pour ma part, ce que j'invite les chefs d'entreprise à faire, c'est aborder la chose avec une approche structurée, vraiment segmentée, au moins pour être sûr d'avoir abordé tous les points. Donc pensée espace, pensée personnel, pensée visiteur, et ensuite effectivement s'appuyer sur le document unique, qui est vraiment un outil puissant qui, en plus, à force d'utilisation, vous permettra d'optimiser et d'avoir une maîtrise de votre activité jusque-là pas forcément atteinte. Merci encore. Merci Isabelle. Madame Poulet, mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de vous inviter tous, chefs d'entreprise ou équipes d'entreprise, à élaborer, à actualiser vos documents uniques de façon extrêmement sérieuse, que ce ne soit pas juste de l'administratif, que ce soit vraiment un document opérationnel qui vous protège et qui protège vos salariés. Donc, faites appel à des personnes qui s'y connaissent et qui réaliseront ça en interne ou en externe, mais surtout très, très sérieusement. Merci encore à tous. Merci beaucoup Madame Poulet. Madame Martine. Alors, juste apporter une petite précision sur le rôle de l'inspection du travail. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de contrôle que nous allons faire, mais rappelez que dans un premier temps, notre action est une action d'accompagnement et d'information des entreprises, puisque les agents de l'inspection du travail contrôlent, mais le Code du travail leur donne aussi une mission de conseil envers les employeurs et les salariés, envers les deux. Donc, que les employeurs n'hésitent pas à interroger donc, leur inspecteur du travail, ils ont les coordonnées. Et puis, avant la phase de contrôle, bien entendu, il y a une phase de conseil et d'accompagnement. Donc, n'hésitez pas, le site internet de la DIECT est très riche également en informations. Donc, n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et puis bonne reprise et bonne préparation dans cette reprise. Merci beaucoup, Madame Martine. Merci pour cette intervention. Donc oui, comme je disais, le prochain webinaire se tient jeudi sur le secteur du BTP. Et ce que moi, je voulais aussi préciser, c'est l'enjeu de la communication avec vos clients. Ce serait quand même dommage d'avoir mis en place toute cette organisation et toutes ces mesures et que vos clients ne le sachent pas. Donc, c'est vraiment le moment. On est à J-6. Donc, d'ici à la fin de la semaine ou plus tard, se fixer l'objectif de communiquer, d'informer en fait sur les modalités de reprise avec vos clients. Donc, communiquer déjà sur les réseaux sociaux. Si vous avez une page, si vous n'en avez pas, c'est le moment de la créer plus que jamais. Sur Internet, communiquer aussi via les médias. Donc, vraiment, l'enjeu de communication à ce stade est majeur. Une fois que toutes les mesures ont bien été mises en place et que le DU, en tout cas, même si on ne l'a pas totalement abouti, mais on a commencé à évaluer tous les risques. On a élaboré au moins les 2 premières étapes de la mise en place de ce DU. Donc, merci beaucoup à tous les intervenants et à tous les participants. Et on se retrouve jeudi pour le prochain webinaire. Bonne soirée. L'esprit gagnant, CCI Martini.